Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Alors comme vous l'entendez, ce n'est pas l'introduction habituelle que j'avais enregistrée, que je mets à chaque début de podcast. En effet, je suis actuellement en Slovénie avec une très mauvaise connexion. J'utilise également un autre ordinateur que j'ai pris pour me déplacer, beaucoup plus pratique, mais qui n'a pas de logiciel de montage et sur lequel c'est pas possible d'en installer un. Et donc, je me retrouve tout seul pour faire cet épisode. J'espère malgré tout que vous passerez un bon moment et que les réflexions, les réponses que je vais essayer d'apporter aux questions qui ont été posées sur les forums Superphysique et que j'ai sélectionnées vous apporteront des pistes pour améliorer votre entraînement, pour vous faire passer du temps agréablement avec des anecdotes, comme d'habitude, à dormir debout, on va dire. Mais bref, donc vous retrouverez Fabrice la semaine prochaine, parce que également il avait un emploi du temps assez chargé cette semaine. Il avait un petit stage sportif, donc il vous en dira plus la semaine prochaine. Mais en attendant, donc aujourd'hui je serai tout seul pour ce podcast. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas et que ce sera plutôt cool. J'ai sélectionné pas mal de questions donc sur les forums. En ce moment, malgré le fait que ce soit l'été et les vacances pour beaucoup, il y a encore pas mal de questions. Donc je rappelle pour ceux qui découvrent aujourd'hui Superphysique que Superphysique, c'est un site que j'ai co-créé en septembre 2009 à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Donc devant déjà la médiocrité qui régnait sur le net, à savoir beaucoup de pratiquants dopés qui se disaient naturels. Alors aujourd'hui, c'est pire que jamais. Mais au début, quand on a créé le site, on avait vraiment cette ambition d'améliorer le monde et on y croyait fortement. Donc on l'a amélioré dans notre petit coin. Donc petit coin qui est pas si petit, parce que Superphysique, c'est l'un des plus gros sites aujourd'hui sur la thématique musculation. C'est vraiment, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est dans le top 3. Et surtout à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Et sur ce site, il y a plein d'articles, il y a des milliers d'articles que j'ai écrits pendant des années, des vidéos, il y a les forums, donc qui sont les derniers forums de musculation. Et dessus, vous retrouvez également des projets un peu plus entrepreneuriaux, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, une application, SP Training, qui vous aide à vous entraîner selon la méthodologie qu'on a développée, on va dire, au fur et à mesure des années, notamment de mon côté, avec toute mon activité de coaching sur mon site rudicoya.com, sur lequel je propose donc du coaching à distance depuis presque 20 ans, depuis 2006, c'était le tout premier, mais également des livres, des formations, livres que j'envoie personnellement en plus de manière dédicacée. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire un tour après ce podcast bien évidemment sur www.superphysique.org ainsi que www.rudicoya.com et vous verrez une grande partie de ce que je fais, de ce qu'on fait avec Superphysique pour essayer d'améliorer les choses, on va dire, dans ce milieu de la muscu, infesté par des pratiquants dopés qui se disent naturels, mais aussi infesté par une pluie d'informations où on sait plus trop donner de la tête, on sait plus trop faire le tri, on n'a pas les connaissances et l'expérience nécessaires pour prendre du recul et savoir qui dit vrai, qui dit pas vrai, voilà, sans oublier tous ceux qui cherchent à vous vendre des choses, à chaque fois ils forcent la vente, alors que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout notre vision des choses. Mais bref, donc voilà, dans ces podcasts Superphysique, j'essaye de démocratiser, de vous expliquer avec pédagogie, une pédagogie qui s'améliore au fur et à mesure des années à force de faire des formations, de donner des cours pour les futurs coachs, que ce soit en BPGEPS et bientôt en CQP. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fait avec Superphysique pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Alors, la première question que j'ai sélectionnée, c'est de DZ Columbia. Habituellement, je fais les bras avec les jambes, car ceux-ci, notamment les biceps, ne sont pas des points forts. Mais cette fois-ci, je me tente à faire ceci sur mon entraînement du haut du corps. Je décide de faire mon exercice triceps, 3 séries de développé couché serré, après avoir fait 3 exercices pour les pecs et 2 pour le dos. Je suis un peu fatigué, mais je tente. Résultat, une série de 7 à 70 kg et 2 séries de 10 à 65 kg. J'ai fait pire qu'à ma dernière séance, et je suis un peu énervé. Bon, je comprends, je suis aussi énervé. Je décide de refaire cet exercice le lendemain, lors de mon entraînement du bas du corps en étant frais. Boum, une série de 10 à 70 kg et 2 séries de 13 à 65 kg. J'explose mon record. Je me dis, par logique, que c'est normal, parce que je l'ai fait en début de séance. Sauf que je me demande, si je n'ai pas pu faire de sacrées performances sur mon développé couché serré aujourd'hui, mercredi, alors que la veille, si j'ai pu faire de sacrées performances sur mon développé couché serré aujourd'hui, mercredi, alors que la veille, mardi,
j'avais eu du développé décliné, des pompes et du développé couché pris serré, mes triceps auraient dû être KO, non? Cela veut-il dire que j'ai récupéré les triceps en 24 heures? Comment expliquer cette situation? Donc ça, je trouve que c'est une excellente question. Vous allez voir, il y a pas mal de choses que je vais tenter d'aborder avec vous. La première, c'est que on voit effectivement que quand on fait un full body ou un entraînement PPL, quand on fait les bras, notamment les triceps, après les pectoraux ou les biceps après le dos, pour beaucoup d'individus, ça va plutôt être néfaste si on n'a pas les bras en point fort. Parce que on va forcément être moins fort d'un point de vue nerveux, d'un point de vue de la contraction musculaire. On va être beaucoup plus fatigué que si on les avait pas sollicités auparavant. Et là, c'est l'exemple type qui montre que moi, je n'ai jamais trop compris cette mode de l'entraînement PPL, push-pull-leg, à regrouper les muscles agonistes, c'est-à-dire qui participent au même mouvement, par exemple pec, épaule, triceps dans la même séance et dos, biceps dans une autre séance. Parce que si on cherche à maximiser, on va dire, les progrès sur l'intégralité, du moins le plus de muscles possible, on a tout intérêt à éviter ce chevauchement dans la même séance. On a plutôt intérêt à faire pec, biceps et dos, triceps par exemple. Donc son exemple montre bien encore une fois que pour la majorité, c'est ce qui se passe. Alors après, il y a toujours des exceptions, des gens qui vont vous dire non, mais moi ça change rien, puis qu'on a des bras énormes. Ouais, ça c'est quand on a des bras en point fort, c'est-à-dire des muscles longs, des biceps très longs. Vous savez, quand on fait un double biceps, quand il n'y a pas d'espace entre l'avant-bras et le biceps, forcément, s'il est collé à l'avant-bras, ça peut que bien se passer. À l'inverse, s'il n'est pas super long, souvent, il faut redoubler d'efforts, du moins s'entraîner avec plus d'intelligence. Pareil pour les triceps, pareil pour pas mal de muscles. Je rappelle que s'il y en a qui sont intéressés à en savoir plus sur la morpho-anatomie, apprendre à s'analyser, à voir comment s'entraîner par rapport à ça, j'ai tout résumé en photo et en vidéo avec des analyses dans les 2 premiers tomes de la méthode Superphysique. Donc ça, c'est disponible sur mon site rudicola.com pour ceux qui voudraient aller plus loin. Ensuite, ce qui est intéressant aussi dans la question, c'est que il fait ça le lendemain d'avoir fait les pecs, d'avoir fait du coucher serré, et malgré tout, il bat ses records, il est en forme. Je dis c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, on a longtemps parlé du modèle de surcompensation, du fait que quand on fait un effort, celui-ci provoque à sa suite une baisse de performance, et quand on va récupérer, une hausse de performance. Or, il est, pour moi, assez évident, j'ai 2 hypothèses sur le truc, que ça m'étonnerait que on récupère d'un effort, surtout quand il a forcé, il a dit une série de 7 à 70 et 2 séries 10 à 65, donc il a quand même pas mal forcé. Le lendemain, surtout qu'il avait fait les triceps. Donc j'y crois pas trop que ce soit une histoire de récupération rapide, mais ce qui se passe, c'est que vous devez savoir que la force qu'on exprime, c'est avant tout une capacité nerveuse, une adaptation nerveuse, une fraîcheur nerveuse. Or, je crois que c'était Schmidt-Bleicher, je suis plus très très sûr du nom. Donc s'il y en a qui ont ça en tête, qui n'hésitent pas à le dire dans les commentaires. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ces bouquins-là, ça en parle. Mais je crois qu'il avait expliqué il avait montré que chez certaines personnes, il pouvait exister ce qu'on appelle un rebond nerveux. Un rebond nerveux, ça veut dire par exemple que plutôt que de ne rien faire, si vous faites, je dis une connerie, le même pattern de mouvement la veille, donc le même pattern, c'est-à-dire des mouvements très ressemblants. Donc là, il a fait les pecs la veille, du développé décliné, il a fait du coucher serré et puis des pompes. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup pour avoir un rebond nerveux, mais ça peut être une hypothèse de ce qui s'est passé. Et en fait, ça permettait d'avoir une sorte de surcompensation nerveuse rapidement pour le lendemain. C'est en ce sens que pas mal de sportifs, notamment dans les sports explosifs, font quelques sprints la veille d'un match. Alors bien sûr il y a des risques de blessure, mais normalement on estime que si c'est sportif de haut niveau, tout est bien régulé, quantifié, tout ça. Bon, dans les faits, c'est pas tout à fait le cas, personne maîtrise tout. Sinon ce serait trop facile, mais on tente. Et donc ça permettrait le lendemain, ce serait plus efficace que d'être au repos, parce que ça boosterait un peu le système nerveux, un peu comme une potentiation post-activation différée. Vous savez, quand vous mettez par exemple 100 kg sur la barre au développé couché, vous faites une répétition, et en fait vous faites vos séries classiques à 85 kg,
vos séries de 8-10 répétitions, et ben en fait 85 kg paraît beaucoup plus léger parce que vous avez potencié, vous avez trompé votre système nerveux qui va en fait, plutôt que d'envoyer l'influx nerveux nécessaire pour soulever 85 kg, lui vient de soulever 100 kg et se dit je dois réagir à 100 kg. Et donc forcément la barre vous paraît légère. Et si vous potenciez bien, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que vous potenciez bien ou vous ne potenciez pas bien, et vous allez peut-être faire plus de répétitions, du moins avoir la capacité de faire plus de répétitions. Donc tu vois, ça peut être une idée des aides colombiens. Il y a eu un rebond nerveux. Moi, ma deuxième hypothèse, c'est que comme tu t'entraînes en half body, on peut imaginer que ton niveau par rapport à ce que tu dis, c'est un niveau semi-débutant, début intermédiaire. Voilà, parce que 10 à 70 au coucher serré, je crois que c'est presque le niveau silver par rapport au tableau du club Superphysique. Si je suis un peu essoufflé, c'est que je suis en train de marcher en montée en Slovénie, là où je suis en tout cas, avant d'arriver au lac pour faire du kayak, et c'est pas mal de monter tout ça. Et je marche en cherchant une connexion en même temps après pour uploader le podcast. Parce que c'est compliqué. Bref, donc pas de panique, je suis en forme, je sors de l'entraînement. Et d'ailleurs, je me suis entraîné, pour la petite info, avec une championne slovène ce matin, qui prépare les championnats du monde, qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. Et donc, qui est hyper solide. Et on a fait une séance de fou. Et donc, je suis un peu fatigué aussi, d'où peut-être le cœur fatigué avant de faire ma petite sieste avant ma deuxième séance. Donc, je reviens sur le truc. Peut-être colombien, donc il a un niveau semi-débutant intermédiaire, parce que je crois qu'on a mis sur les tableaux du club Superphysique, que vous pouvez voir sur clubsuperphysique.org, et qui sont d'ailleurs retrouvables aussi dans l'application SP Training, qui valide des médailles, entre guillemets. Je crois qu'on avait mis 10 reps à 75 kg pour le niveau silver. Et le niveau silver, c'est à peu près le niveau intermédiaire pour un homme moyen qui ferait 75, 80, 85 kg. Voilà, c'est à peu près ça. Donc il est un peu en deçà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le stress qui le met à chaque séance est un stress qui est pas très important. Donc la fatigue musculaire, la fatigue nerveuse va pas être si intense et nécessiter des jours et des jours de récupération. Ce qui va surtout le fatiguer, c'est le fait de faire du half body, et donc beaucoup d'exercices polyarticulaires, beaucoup d'exercices différents. Pareil, plus on fait d'exercices, plus ça fatigue. Dans la même séance, c'est ça qui va plutôt faire de la fatigue nerveuse. Mais musculairement, je pense que pour l'instant, comme il est semi-débutant et pas encore intermédiaire, les dégâts causés par l'entraînement sont pas si importants. Vraiment, c'est pas ça qui va nécessiter 3, 4, 5 jours de récupération. Et donc, ça peut être l'hypothèse aussi que finalement, le stress qu'il met, parce que je crois qu'il est jeune aussi, des aides colombiens. Je sais plus son âge, mais je crois que j'ai répondu déjà à pas mal de ces questions dans des vidéos sur YouTube. Il y a aussi le fait que quand tu es jeune, que le stress n'est pas très important, t'as peut-être pas besoin de prendre 3, 4 jours de récupération, voire 5, avant de refaire la même séance. Tu le fais plutôt dans une optique de progression à long terme, plutôt que d'essayer de progresser plus rapidement, et dans une optique aussi de longévité, parce que tu sais que plus tu en fais, plus tu vas t'user rapidement. On en parlait la semaine dernière avec Clément. D'ailleurs, j'ai une anecdote, j'en ai parlé dans mon podcast sur Patreon. Donc mon Patreon, c'est un flux privé pour ceux qui suivent surtout Leadercast. Et j'ai un copain justement qui m'a écrit par rapport à cette histoire de longévité. Je vais pas citer son nom, mais un copain qui a fait de la force athlétique, pareil, pendant des années, qui était à fond, que j'ai eu en coaching à ses débuts en force athlétique, quand il était encore beau et jeune. Et au bout d'un moment, il est passé sur un coach plus spécialisé force athlétique, ce qui est normal. Et je disais, fais gaffe, ça va mal finir. Toi, ta technique est pas super, tout ça. Et puis au fur et à mesure des années, sa technique s'est améliorée. C'était pas le plus fort. Sur le haut du corps, il était très 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 fort. Au développé couché, il a réussi à faire 200 une année sans matériel, autour de un peu plus de 100 kilos de poids de corps, vers 105 kilos, mais qui est une méga perf. Et squat, je sais plus combien il a fait, mais il était assez fort, moins fort que Clément évidemment, mais il était assez fort. Et bref, il m'a écrit il a mon âge, ou un an de plus, donc on est de la même génération. Et il m'a écrit il y a 2-3 jours pour me dire au fait, t'avais raison, c'est pas faute qu'on m'ait prévenu ou quoi. Je me suis levé un matin, il y a quelques jours, et je sentais plus mon pied, je pouvais plus me lever. Et donc il travaille dans le médical, donc il a eu rapidement accès
à des examens. Et son message était un peu triste, hein. C'est du style, je savais que ça allait arriver, voilà. Maintenant, mon seul but, comme a vécu Fabrice ces derniers mois, c'est de pouvoir remarcher normalement. Je pense même pas à refaire du squat et du soulevé de terre. Si j'avais été moins con, nanana. Il dit là, j'espère un jour. Et pareil, lui, il était passionné de wake, donc comme du ski nautique, mais du wake donc sur l'eau pour ceux qui connaissent pas. Et il me dit là, je sais pas si je pourrais refaire un jour avec les chocs, tout ça. Ah bah ouais là, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que parfois on peut avoir un discours qui peut sembler d'un ancien temps, quand on voit les jeunes qui disent mais non c'est n'importe quoi, ça finit bien, faites en plus du dos rond, faites enfin, bon, toutes les exagérations qu'on peut voir en ce moment depuis même un moment sur les réseaux sociaux. Mais force est de constater qu'encore une fois on va dire le type était fragile. Le type était pas fragile. Type, si vous saviez qui c'était et à quoi il ressemble, vous direz putain, il a l'air solide. Alors ouais, on va dire qu'il y a des prédispositions, blablabla, ce qu'on veut. Mais il n'empêche que ça fait beaucoup de gens prédisposés à avoir une hernie discale suite à la pratique intensive du squat et du soulevé de terre. Moi, je pense d'ailleurs, petit aparté, que toute cette mode aujourd'hui d'ultra fréquence sur le squat et le soulevé de terre, sur les mouvements de force athlétique, c'est comment accélérer entre guillemets son autodestruction. On sait que plus on répète un mouvement, d'autant plus quand celui-ci est traumatisant, même si on le sent pas sur le moment, mais j'ai l'impression que ça nous fait du bien, plus les effets secondaires de celui-ci vont arriver rapidement. Je me souviens de discussions avec Marc Vouillot quand il était encore en vie, quand il avait vu toute cette mode arriver. Donc Marc Vouillot qui était, c'est celui qu'on considère comme le père de la force en France, qui a vraiment démocratisé la force athlétique, l'entraînement de la force. Il y avait des super interviews de lui dans Les Monts du Muscle, dans le tome 7, je crois, du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier, celui-là qui est toujours disponible. Si vous contactez les éditions JBena, et vraiment l'interview est géniale. Il y avait une interview aussi exceptionnelle dans Muscle Mag numéro 13, mais ça c'est introuvable. Seuls les spécialistes, les vieux de la vieille pourront le retrouver. Et bref, j'avais parlé avec lui, je sais plus, peut-être 3-4 ans avant malheureusement son décès. Et lui, il avait vu cette nouvelle mode où les mecs en faisaient beaucoup plus, et donc forcément, on devient plus fort plus rapidement. Parce qu'à répéter un geste, on devient de plus en plus spécialiste, on progresse nerveusement, on s'optimise dessus, on peut tester plein de choses, tout ça. Mais lui était effaré de se dire putain, mais c'est de l'autodestruction, ça va mal finir, tout ça. Et bon, à force est de constater que je pense que c'est une des choses qui a accéléré, on va dire, l'autodestruction de mon pote, et qui va accélérer celle de beaucoup de nos champions, malheureusement actuellement. C'est triste, mais il y a des choses qui finissent mal, et on sait très bien que ça n'arrive pas qu'aux autres, car vous le savez aussi bien que moi, malheureusement. Donc voilà pour la première question de DZ Columbia. Alors deuxième question. Donc je suis avec mon ordi parce que c'est compliqué pour avoir de la connexion. Donc non, il y a une question que je voulais choisir. Désolé. Voilà. Une question de Mahem13. Mahem13. Salut à tous. J'aimerais avoir vos avis sur le fait de partir en vacances par rapport aux entraînements. Je pars avec ma femme et mes 2 filles pour 10 jours et il n'y a pas de salle de muscu dans le camping où je vais. Je vais donc prendre mes élastiques et quelques trucs, histoire de ne pas rien faire du tout durant ce séjour. Mes enfants étant en bas âge et donc sous notre surveillance, je ne peux pas certifier que j'aurai le temps de trouver une salle de sport et de m'y entraîner dans les environs d'où nous nous trouverons. Alors certains me disent à la salle, il ne faut pas que tu fasses rien pendant 10 jours, sachant que tu es en bonne condition actuellement et en pleine progression. D'autres me disent, oh mec, c'est les vacances, profite et va te la couler douce en famille. Je suis donc un peu partagé sur tout ça, de peur de culpabiliser et de ne pas m'entraîner du tout. Comment voyez-vous les vacances de votre côté ? Autre chose, pour ceux qui utilisent les cycles de progression, une fois les vacances passées, vous les reprenez là où vous en étiez, ou vous repartez d'un peu plus bas. Merci de vos témoignages. Alors, il faut voir les choses de plusieurs façons. Je vais te dire moi comment je les vois. La première, si tu avais, je vais contextualiser, si tu avais 18 ans ou 20 ans, et que tu partais en vacances, et que tu faisais rien pendant une semaine ou 10 jours, il y a de fortes probabilités que tu perdes absolument rien. En 10 jours, tu perds rien. Franchement, c'est ni vu ni connu. Vraiment, plus si tu pars avec tes potes, voilà, tu manges un peu plus, ça trouve tu bois, tout ça, tu reviens, ni vu ni connu, peut-être un peu de courbature, mais c'est pas méchant. Pas grand-chose, ok ? Maintenant, si je prends mon cas personnel, moi, c'est ces années-là, quand j'avais, on va dire, de 16 ans à 25 ans,
même un peu plus tard, bah pour moi, les vacances, ça n'existait pas pour la muscu. Vraiment, parce que j'avais bien remarqué que quand tu prenais des vacances, ce qui se passait, c'est que bah forcément, tu progressais moins vite. Comme tu le dis, si t'es en plein cycle de progression, t'es en pleine bourre, t'es bien tout ça, bah t'as pas envie de t'arrêter, t'as envie de continuer tout ça. Donc moi, quand je partais en vacances, à chaque fois, je m'arrangeais pour trouver une salle pour pouvoir faire à manger, pour vraiment et en plus je partais pas vraiment en vacances, je partais avec mon ordi, bref, je faisais des semi-vacances on va dire pour visiter un peu, mais voilà, pour moi il fallait quand même que je m'entraîne, il fallait quand même que je bosse, et donc il y avait ce truc de je m'arrêtais pas. Et j'ai souvent dit sur les forums, la personne qui est vraiment vraiment motivée, bah elle s'arrête pas, elle s'entraîne toute l'année. On sait très bien que celui qui progresse le plus, en général, c'est celui qui s'arrête pas et qui ne se blesse pas. À rajouter. Maintenant, il y a l'option du père de famille que tu es, qui s'entraîne plus pour le plaisir et qui doit un peu relativiser, je pense, la pratique de la muscu. C'est vrai que la muscu, ça peut rendre un peu fou. Moi, j'en ai vu plein des personnes devenir complètement dingues, et j'en ai fait partie. Avec la muscu, comme je disais, t'es en pleine progression, t'as pas envie de lâcher. Tu dis non, bah si je préfère pas aller en vacances, je préfère suivre ma diète, tout ça, pour continuer à progresser. Mais là, t'es père de famille même, tu vas pas t'entraîner pendant 10 jours. Franchement, j'ai envie de dire, c'est pour t'amuser la muscu. Tu seras pas champion du monde, tu seras pas Monsieur Olympia. Et je vais revenir après, même si tu perds 10 jours d'entraînement, voire même un mois d'entraînement, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre parce qu'en fait, ta progression, comme chaque pratiquant naturel devrait l'avoir, et comme chacun d'entre vous devrait l'avoir, si vous êtes aussi dans une optique de longévité, de bien vieillir, de pouvoir continuer à être bien, de pas être... Merde, qu'est-ce que j'ai eu accès à Internet qui a sauté. Qu'est-ce que j'ai glandé? Bref, j'ai appuyé sur un bouton, ça m'a sauté la question. C'est pas grave, je la connais. En fait, comme t'es pas à un mois près ou même à 2 mois près, tu t'en fous de ces 10 jours de vacances. Tu peux ne rien faire, et c'est un grand mot, ne rien faire pendant 10 jours. Tu vas bien aller te promener, tu vas bien aller à la plage, tu vas bien nager, je sais pas, tu vas faire d'autres activités en fait, tu vas peut-être faire du vélo. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Et donc, en ce sens, moi je te dirais, détends-toi, tranquille. Parce que même, et c'est ce qui va sans doute se passer, si tu as 2 enfants de ça, je peux imaginer que tu as la trentaine ou un peu plus, 10 jours de vacances sans muscu, tu vas perdre. Pas musculairement, parce qu'on sait que musculairement, on met plusieurs semaines sans effort, à moins que tu aies un air compressé, comme on disait avec Clément la semaine dernière, ou que tu aies un plâtre, on met plusieurs semaines tant que tu bouges avant de commencer à perdre. De mémoire, c'est 3 à 4 semaines en moyenne. Ça diffère selon les individus, mais voilà, c'est la moyenne. Par contre, tu vas perdre. Tu auras l'impression d'avoir perdu parce que tu auras moins de réserve de glycogène, donc le sucre dans les muscles, on va dire, parce que forcément, si tu les utilises moins intensément qu'habituellement, tu as besoin de moins stocker, donc tu auras l'impression d'avoir dégonflé un petit peu, mais ça revient en une semaine, c'est réglé. Et il y a une voiture qui passe, attention. Et de l'autre côté, ce que je voulais dire, c'est surtout la perte, elle se fait surtout nerveusement. Comme je disais tout à l'heure par rapport à la force athlétique, le fait de ne pas faire tes mouvements pendant une semaine, tu vas perdre nerveusement. Vous le savez, à force de suivre, quand on attaque une activité, notamment la muscu, on prend rapidement de la force parce que nerveusement, on améliore sa synchronisation. Donc aussi bien entre les fibres elles-mêmes, donc au sein d'un même muscle, qu'entre les muscles qui participent au mouvement. Le mouvement devient moins saccadé, plus fluide, on arrive à ce qu'on appelle décharger au même moment. Donc c'est vraiment... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'ordi qui déconne là. Non, c'est bon, ça va aller, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui me met ce truc? Il me met que des conneries. Attention, j'ai changé la question comme ça va pas me niquer le clavier. Voilà, je mettrai ça après. Faut que je fasse gaffe parce que si je me nique la connexion, après on n'a plus de questions. Voilà, donc on perd nerveusement, mais c'est aussi ce qu'on gagne en premier. Et c'est pour ça que comme c'est ce qu'on gagne en premier et que c'est le plus facile, c'est plus facile que de prendre du muscle, du moins au début, c'est ce qu'on perd quand on arrête, le plus rapidement. Donc quand tu vas reprendre, il y a de fortes probabilités que tu aies perdu de la force et que tu doives repartir de plus bas. L'erreur que beaucoup font, c'est de ne pas repartir de plus bas. Ah putain, je fais des conneries en même temps avec l'ordi. L'erreur que beaucoup font, c'est de ne pas repartir de plus bas et de reprendre ni vu ni connu. Alors comme je disais tout à l'heure, je contextualise, si tu as 18 ans, voilà, ni vu ni connu. Tu payes pas une semaine d'arrêt, tu sais même pas que tu as arrêté une semaine, ou même 10 jours, ou même 2 semaines, tu sens rien. Mais à la trentaine, voire un peu plus,
bah tu vas le sentir. Et l'erreur, ce serait de reprendre ni vu ni connu, en forçant comme un fou pour refaire ce que tu faisais avant tes vacances. Et là, c'est sûr que ça se passerait pas super bien. Ça se passerait pas super bien. Tu serais frustré, tu serais peut-être énervé, mais parce que peut-être que tu prends ça trop au sérieux, alors que ça doit rester un jeu, un amusement, un plus dans ta pratique, dans ta vie. Voilà. Donc ouais, si tu fais des cycles de progression, bah, il faudra que tu reprennes un peu plus bas et que tu remontes. Et encore une fois, avoir une vision long-termiste et il n'y aura pas de souci. Si tu as une vision long-termiste, c'est très bien que les progrès ils se font sur le moyen et long terme. T'es pas à une séance près sur une semaine. Même si, comme certains t'ont répondu peut-être sur le forum, bah en fait, tu dois savoir que si tu faisais rien qu'une seule séance dans la semaine, si tu pouvais aller à la salle une semaine, qu'à une séance dans tes 10 jours, juste pour faire notamment l'exercice de pec, tu ferais un exercice de pec, un exercice de dos, tu ferais un petit full body d'1 heure, tu perdrais absolument rien. Donc ça aussi c'est tentant de se dire à ta femme, bah je m'absente juste une petite heure, tu attends d'y aller peut-être 2 heures, tu reviens et là tu n'auras rien perdu. Ce sera magique. Même si peut-être si tu changes de matériel, et bah tu vas avoir quelques surprises. Dans ce cas, tu n'auras pas l'impression d'avoir perdu parce que également la force, l'expression de la force en tout cas, il faut différencier la force qu'on a et l'expression de la force qui est ce qu'on fait sur nos mouvements de musculation sont dépendantes aussi du matériel qu'on utilise. Par exemple sur un développé couché, la largeur du banc, la hauteur du banc, la barre qu'on utilise, les poids qu'on utilise, bref, comment c'est réparti, la largeur des poids. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en jeu sur l'expression de la force, qu'on soupçonne pas quand on est débutant, ou voilà, où on se pose pas de questions, mais en fait, qui vont influencer cette expression de la force, sans que tu aies perdu spécialement de force. je sais, c'est ingrat, mais j'en parlais avec un copain qui est avec moi là, justement au stage de kayak, et qui fait un peu de muscu, et qui me disait, la muscu c'est ingrat, parce que dès que t'arrêtes, tu perds vite. Et je lui disais, non, mais en fait, c'est comme dans tous les sports, pour moi qui fais pas mal de cardio aujourd'hui, dès que tu fais moins d'activité, ou que tu arrêtes une activité sportive, en fait tu perds. C'est juste que la plupart des gens, en fait, quand ils font du vélo, quand ils font de la course à pied, ils courent comme ça sans repère. Ils disent, je vais juste courir une demi-heure comme ça. Ou je vais juste faire un petit tour de vélo, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils font pas gaffe. Mais si tout le monde faisait gaffe à ces datas, entre guillemets, comme nous on fait gaffe en musculation de manière je sais pas comment on peut dire, automatique, parce qu'on voit combien on met sur la barre, on voit les trucs, mais on se rendrait compte que quand tu arrêtes de courir et que tu reprends, en fait tu n'avances plus. Et quand tu reprends le vélo, c'est pareil, c'est pas plaisant. C'est pour ça que la régularité, quand même, c'est quand même un des facteurs clés de la progression, notamment pour le côté plaisir de faire une activité, parce qu'il n'y a rien de pire. Moi, je trouve, quand tu reprends une activité, d'avoir des courbatures de chien, et là, tu te dis, putain, c'est chiant. Mais, encore une fois, je relativise le cas de même. Voilà, t'es père de famille, t'as 2 enfants, tu vas avoir, je sais pas, un peu plus de la trentaine. Donc tu peux ne rien faire pendant 10 jours plutôt que de bidouiller s'il faut. Et puis voilà, tu auras perdu 10 jours d'arrêt. Ouais, je pense que voilà, c'est à cet âge-là. Malheureusement, ça va faire grincer des dents certains, mais il faudra 3 semaines. 3 semaines pour revenir. Voilà. 3 semaines pour revenir à ton niveau. Et en même temps, tu t'en fous parce que tu fais de la muscu sur le moyen et long terme pour une vraie progression. Donc voilà, c'est pas un vrai souci, on va dire. C'est pas un vrai souci. Donc tu vois, tu as plusieurs façons de gérer les choses. Mais je trouve qu'il faut ne pas, quand voilà, on n'en a pas 18-20 ans, on n'est pas là dans une pleine progression, où on a déjà une vie établie, un peu plus équilibrée, faut pas se prendre pour le professionnel de la muscu qu'on n'est pas. T'es pas le professionnel, donc c'est pas grave si t'arrêtes 10 jours. Puis tu reprendras, c'est pas grave quoi, c'est pas grave. Sinon, si tu étais un professionnel, avant de partir en vacances, tu aurais cherché une salle, tu serais dit voilà comment il faut que je fasse, et il y en a beaucoup, dont j'ai fait partie, qui se prennent pour des professionnels à tout organiser pour pouvoir s'entraîner et faire d'autres activités aussi à côté. Mais voilà. Donc voilà ce que j'ai à te dire, Maëm. Et si jamais il y en a qui veulent aller plus loin sur le sujet, parce qu'il y a aussi une petite astuce, avant que j'oublie, que j'ai mis dans mon article musculation et vacances. Vous tapez musculation et vacances Rudy sur n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez sur mon article. Un article référence comme d'habitude, j'écris pas des articles de daube, de rédacteur web comme on peut voir partout. Il y a une astuce que moi j'avais trouvée à la fin. Moi je partais en vacances, ça fait longtemps. Et en fait ce que je faisais, c'est que je faisais tout pour ne pas maigrir, voire pour grossir un peu. Donc même si t'as pas peur de prendre un peu de gras, voilà, si la diète c'est pas trop un problème pour toi, de tenir une diète carrée, une solution, ça peut être de manger un peu plus durant tes vacances, de revenir un peu plus gros, d'avoir pris par exemple 1 petit kilo, et en fait sous les barres, tu sentiras pas trop la perte. Ça ira plutôt bien, mais tu auras quand même les courbatures horribles.
Donc, mais peut-être que psychologiquement, ça te fera plaisir de pas avoir perdu, et peut-être que tu es quelqu'un qui courbature pas beaucoup, parce que tu es plutôt quelqu'un, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'analyse morpho-anatomique, plutôt quelqu'un qui a des bras courts, qui a des jambes courtes, qui a notamment des fémurs courts, qui est un dinosaure selon ma codification, et donc qui est moins susceptible d'être surétiré, et donc d'avoir des courbatures handicapantes et monstrueuses qui sont tout sauf des bonnes courbatures, c'est plutôt des courbatures qu'on cherche à éviter. Donc voilà, même ce que j'avais à te dire. Alors, une question de Valentin. Donc qui écoutait, ce matin j'écoutais un podcast, Zéro RIR. Donc ça c'est un autre podcast de muscu, j'ai jamais écouté, mais c'est un gars passionné a priori qui tient ça aussi. Donc bon, bref, si ça vous intéresse, vous pourrez aller écouter. Et dedans, le mec explique que quand il se sent fatigué, il met des plaques de 0,5 kg plutôt que des plaques de 2 kg pour se donner de la force. Donc pour arriver au même point. En faisant ça, il se trompe en se disant que le poids est plus léger alors que c'est le même que celui prévu. Il explique aussi que la ceinture de squat, même desserrée, lui donne une sensation de puissance qu'il est quand il est fatigué. Ça m'a donné envie de vous poser 2 questions. La première, est-ce que vous avez des petites astuces et préparations mentales qui vous boostent un peu? Personnellement, je mets toujours des gants de muscu parce que ça me met dans la séance et que ça m'aide à rester concentré. Quand je faisais du développé couché du front squat, j'évitais les plaques de 20 parce que ça me donnait l'impression d'être envahi par la barre. je vois tout à fait. Parce que pour ceux qui sont pas en salle, en fait, les disques de 20, souvent, c'est des gros disques. Et ils sont plus épais, bref, que d'autres. Je ne mets jamais la musique forte parce que ça va soit trop me motiver, soit me déconcentrer. Deuxième question, si vous avez des trucs, est-ce que vous utilisez toujours ou seulement quand vous êtes mou? En l'utilisant tout le temps, on est toujours plus performant, mais on n'a pas de réserve en cas de fatigue. Donc je pense qu'il peut y avoir divers avis là-dessus. Et c'est une super question de Val. Il s'appelle Tino sur le forum, mais il s'appelle Val parce que on se connaît bien avec Val, il a été mon élève pendant un petit moment. On suivi muscu coaching. Et bref. Et donc, plusieurs choses. Vous savez, des astuces mentales qui vous boostent un peu. Quand je fais une séance, il faut que je me souvienne, est-ce que j'ai des trucs? Moi, j'ai plutôt toute une sorte de rituel, en fait, avant séance, qui font que je me mets dedans. Donc, par exemple, moi, c'est un truc que je fais pour mes élèves, que l'application SP Training fait aussi pour vous automatiquement, si vous avez la version pro, c'est d'écrire, de voir sa séance, de programmer sa séance avant de la faire. Alors, certains me diront, oui, mais tu peux pas savoir la forme que tu vas avoir, blabla. Pour la plupart des gens, ces histoires de forme sont pas tant variables que ça, parce que de toute façon, on n'est jamais en méga forme avec toute la vie qu'on a de manière générale. Donc bref, c'est d'écrire sa séance avant d'y aller. Donc je dis un truc, vous avez prévu de faire les pegs, donc je sais pas, je dis un truc classique, développé couché, 4 séries de 10, 70 kg, 3 minutes de récup, développé incliné, 3 séries de 12 à 55 kg, 3 minutes de récup, écarter la poulie vis-à-vis, 3 séries de 20, 1 minute 30 de récupération à 7,5 kg par bras. Et voilà. Par exemple, vous notez ça avant d'aller faire votre séance. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me met, si je sais la séance avant de la faire, ça me permet de me conditionner mentalement à la faire. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et moi je pense que c'est un tort, qui vont à la salle et qui savent pas trop ce qu'ils vont faire. Ils disent, je vais faire juste les pecs, on verra ce qu'il y a disponible comme machine, voilà, on verra ce que je mets sur la barre en fonction de la forme. Si je me sens bien, je mets plus, voilà. Ou moins. Moi, j'aime bien avoir un plan. C'est peut-être un côté un peu rigide que j'aime, mais je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment à se mettre en mouvement. On sait ce qu'on va faire à 99%, et donc on suit le plan. Alors si on est un peu plus en forme, s'il y en a qui n'utilisent pas les cycles de progression, moi je trouve que c'est une erreur pour la plupart des gens, mais pourquoi pas, ils vont mettre un peu plus, voilà. Mais au moins on a un plan, donc il y a ça. La deuxième chose que je fais, c'est que j'aime bien prendre un petit café. Donc je sais pas comment ça se passe aujourd'hui en salle, parce que comme j'ai ma propre salle, le Super Physique Gym, et qu'il y a que des copains à la salle, et qu'il n'y a pas des neuneux, en fait, à l'époque, je me souviens quand j'étais en salle classique, il y a beaucoup de gens, moi je suis de la génération d'une Eno Explode, donc de la marque BSN, le début des boosters, et ce booster se vendait comme du petit pain, les gens en achetaient à crever, quoi. Et donc, les gars prenaient des boosters avant la séance. Moi, j'ai jamais trop aimé cette histoire de booster, parce que ça me faisait congestionner, et j'ai une tendance à congestionner facilement. Mais donc, je sais qu'il y a pas mal de gars, donc moi, par contre, ce que je fais, et ce que je faisais, c'est toujours la même chose, c'est que je prends un café. Donc, ceux qui suivent Leadercast, tout ça, moi, je fais un peu des faux cafés. Je fous pas vraiment la dose de café dans l'eau, mais j'en mets un petit peu juste pour le goût. Et rien que ça me met aussi, donc tu vois, préparer la séance, boire mon petit café genre 30 minutes avant,
ça me met dans le truc. Une autre chose que je faisais quand j'étais vraiment à fond muscu, c'était de regarder des vidéos de champions qui s'entraînaient. Donc je sais pas. Donc par exemple, un truc que je fais aujourd'hui avant de faire du vélo ou avant de faire du kayak, j'aime bien regarder, si j'ai une séance dure, des vidéos de champions pour voir la technique, analyser, regarder comment ils font. J'aime bien cette notion de, comment on pourrait dire, de mimétisme en fait. Je sais pas si ça vous parle, mais je refais un petit topo. On a ce qu'on appelle dans nos millions et nos milliards de neurones, ce qu'on appelle des neurones miroirs. En fait, on apprend beaucoup, et ça vaut pour chaque individu, en essayant de copier ce que font les autres. Donc si on a de bons modèles, et qu'on les regarde, on apprend beaucoup par ça. Et ça, c'est très sous-estimé. Et ça, c'est un truc que quand je faisais de la muscu, et j'étais à fond, j'avais au moins 100 DVD de muscu. D'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent, je les donne. Je les donne presque tous, parce que je vais pas les regarder, je suis plus dedans. Donc ça intéresse. Donc c'était l'entraînement des champions. Maintenant, il y a plein de vidéos YouTube, donc peut-être que ça intéresse personne, mais à l'époque, il y a 20 ans, ou il y a même 15 ans, il n'y avait pas de vidéo d'entraînement YouTube. Donc on achetait des DVD. On achetait des DVD, parfois à plusieurs, puisque ça coûtait un saladier à $60 le DVD. Et chaque champion faisait son DVD. Donc bref, donc moi je me mettais un DVD, donc par exemple, avant les pecs, je mettais toujours Dennis James dans le DVD Titan Muscle Time. Donc je crois que c'est le numéro 1. Et c'est le seul que j'ai acheté de neuf tout seul, parce que je le trouvais super. Et donc je mettais ça, lui il faisait les pecs dedans, il y avait tellement de stries. Bon bref, c'était la folie. Et pour moi, j'étais jeune et tout, avant de faire les pecs, c'était ça. Ou si j'avais une séance de force, j'aimais bien mettre Kevin Levrone dans M3, Muscle Maryland Machine, quand on le voit faire du développé couché à 220 kg, malgré qu'il ait un pec arraché, mais bref, une belle déchirure en tout cas. Et ça pareil, j'arrivais à la salle, donc tu vois, j'avais ce truc de écrire ma séance en avance, mon café, ça j'ai toujours, pareil, j'ai toujours ma séance en avance aussi aujourd'hui. Mais pour ça, il faut tenir un cahier d'entraînement. Je pense que c'est assez obligatoire si on veut progresser. L'application SP Training fera tout ça pour vous, vous aidera à avoir cette discipline si besoin. Et regardez des gens qui vous motivent, en tout cas, ou vous inspirent par rapport à la personne, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ça, et ça, moi, je le faisais pour chaque séance. Il n'y avait pas de doute. Je passais. J'ai l'ordi qui s'est éteint. Bon, voilà, comme ça, on est gâté. On est gâté, l'ordi s'est éteint, donc c'est jackpot. Putain, on est gâté aujourd'hui, on est gâté. La Slovénie, si vous y allez, faites bien attention qu'il y ait une bonne connexion là où vous louez, parce que sinon ça va être compliqué. J'ai dit donc ça. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Après, il y avait des vêtements aussi. Il y a cette histoire de vêtements. Pendant longtemps, quand j'allais dans les salons de muscu, pareil, quand j'avais la vingtaine, j'achetais les vêtements qu'on voyait, les vêtements des pros qu'on voyait dans les magazines. Donc j'avais des débardeurs affreux, ce qu'on appelle des stringers, de la marque Muscle USA. Donc je sais pas si c'est encore populaire aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de magazines de muscu. Mais dans les magazines, en fait, il y avait ça, quoi. Tout le monde avait des débardeurs Muscle USA, donc il y avait toutes les couleurs. Ça ressemblait à rien. Mais souvent, on mettait des rack tops aussi. Donc des rack tops, c'est des t-shirts que vous mettez qui vous font paraître super larges et qui sont un peu courts. Donc ça, les mecs mettaient surtout des powerhouse. Donc j'avais des powerhouse gym. Ça, donc tu vois, il y a la tenue aussi qui joue. Je me souviens que Dorian Yates, dans le CV d'un guerrier, lui, il expliquait qu'il avait pour chaque entraînement, pareil, une tenue bien précise. C'est un peu comme l'histoire du caleçon fétiche. Moi, j'en avais un, je l'ai perdu, mais j'avais un caleçon fétiche pour les séances dures aussi. Donc tu vois, la tenue, je jouais énormément. J'avais un t-shirt spécial bras. Pareil, c'est des trucs que j'ai filé parce que je mettais plus de toute façon. Mais un t-shirt Muscle USA, pareil, putain, tu le mettais, il te serrait tellement les épaules, tes bras ressortaient à fond. Et donc quand tu faisais les bras, t'étais super content, tu disais putain mais ça gonfle, alors que pas du tout, c'était le t-shirt TD. Donc TD faisait un contraste important. C'était un t-shirt noir et donc ça faisait un contraste important. Donc les vêtements. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, il y avait toutes les lectures aussi. Moi, j'aimais bien ces lectures. Tu vois, là aujourd'hui, c'est le règne de la vidéo pour beaucoup, mais les lectures, tu vois, moi, je connais. Pour ça, souvent, je cite des bouquins, des trucs comme ça de muscu, des mondes du muscle ou des guides pratiques de Jean Texier, tout ça. Parce que c'est des bouquins que je connais par cœur. Parce qu'en fait, pareil,
je pouvais lire l'entraînement d'un tel, je pouvais relire les bouquins que j'avais parce que pareil, il y a 15 ans, il n'y avait pas grand chose, quoi, hein. Franchement, c'était quand on achetait des bouquins, début année 2000, quand j'ai commencé la muscu, en fait, j'avais tous les bouquins qui existaient en muscu, quoi, en français en tout cas. Ils avaient tous, donc alors que maintenant, bon, j'appelle pas ça des bouquins de muscu, ce qui existe, mais il y a beaucoup de bouquins de fitness, d'influenceurs, voilà, de gens qui sont pas forcément spécialistes de l'activité, qui partagent la pluie et le beau temps. Et ouais, donc ça pareil, ça faisait partie des rituels avant une séance. Et ouais, je pense, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime les rituels, les habitudes, pour me mettre dans. Et beaucoup de personnes, je dérive un peu, qui réussissent dans la vie, sont comme ça, qui réussissent en tout cas leur projet, leur objectif. Quelqu'un qui réussit en arrivant à la séance sans savoir vraiment ce qu'il va faire, en faisant tout un peu à l'arrache, tout ça. Voilà, qui a pas besoin de se conditionner. Si t'as pas besoin de te conditionner pour faire une séance, c'est que c'est quelque chose qui est pas vraiment important pour toi. À mon avis, si tu prends pas le temps de bien te conditionner, de bien visualiser, c'est que tu prends le truc à la légère. Donc peut-être que vous qui m'écoutez, vous vous dites, bah oui, mais moi je me conditionne pas, j'y vais, voilà, comme ça. Bah oui, mais c'est très bien aussi. Mais vous n'êtes sans doute pas dans l'optique de progresser le plus possible, parce que, on en revient à ce que je disais à Maïm tout à l'heure, vous avez une vie autour de la muscu, et la muscu c'est juste un plus, et vous devez juste être bien et pas le plus musclé possible. Vous allez faire des efforts, avoir des résultats pour ces efforts, et une certaine longévité que ça vous aide à avoir une meilleure vie. Rien que par l'aspect physique que vous allez développer, par la force que vous allez prendre, par le renforcement musculaire qui va essayer de réduire un peu votre risque de blessure. Bref, vous êtes plus dans ce optique-là, mais quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment motivé à progresser, il se conditionne avant chaque séance de sport qu'il va faire. Il est dedans, il est là. Voilà, il n'y a pas ces histoires-là, et ça, je trouve que c'est un peu sous-estimé. Ça a été remis un peu en avant sur les réseaux avec cette histoire d'intention, d'implication. On l'a beaucoup vu dans la mobilité dernièrement, avec ces histoires d'intention quand on fait quelque chose. Et là, c'est pareil, en fait. Il faut avoir l'intention de vouloir progresser. Moi, j'ai jamais autant progressé que quand je faisais tout ça, en fait, en muscu. Vraiment, alors certains diront, ouais, mais attends, c'est obsessionnel, non. Quand tu veux vraiment progresser, tu te donnes les moyens de tes ambitions. Voilà. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et donc, sur la deuxième partie, Val, est-ce que ça se fait à chaque séance ou pas? Tout dépend encore une fois de ton implication. Moi, je le faisais à chaque séance. Je le faisais à chaque séance. Il n'y a pas un jour où je faisais pas ça. C'est comme ça. Comme là, quand je fais du kayak, et ben, je regarde des vidéos de kayak avant ma séance. Je regarde des courses, des fois que j'ai déjà vu, je sais pas, 50 fois. Je regarde la technique, je regarde, je suis toujours en train de fignoler le truc. Et d'ailleurs, c'est une discussion que j'avais ces derniers jours aussi. Avec quelqu'un qui fait du sport plus, on va dire par plaisir, pour découvrir, pour voir des paysages, tout ça. Et on confrontait justement notre point de vue, donc avec un autre copain qui fait du kayak, qui est plus comme moi. Et nous, quand on fait du kayak, par exemple, quand on est impliqué, on est motivé, à chaque séance, on va penser à la technique. On va dire, tiens, là, on prend ce temps-là à l'échauffement pour travailler la technique, pour des termes, bon, ça va pas vous parler, mais bref, vraiment, on pense technique, donc il y a plein de choses à penser, il y a des dizaines de trucs à penser, des dizaines de trucs qu'on peut travailler. Et l'autre personne, qui était plus dans le plaisir, dit, ah ouais, mais moi, c'est tout ce que j'aime pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le truc, me balader, sentir que je fais un effort, finir l'effort, et puis je suis content. Et c'est cool, en fait. Et peu importe ma vitesse, peu importe la technique que j'utilisais, moi, j'ai pas envie de penser à ma technique à chaque séance. Et ben, c'est deux façons de voir les choses différentes, mais la deuxième façon de voir les choses différentes, de ne pas faire attention à tout ça, mène rarement à de vrais progrès sur le moyen et long terme. Ça peut amener jusqu'à un certain niveau, notamment chez les personnes qui sont très douées, quelle que soit l'activité, voilà, ça peut emmener. Mais il y a un palier qui va arriver, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves en coaching, et ce que je dis souvent en podcast, c'est que si on ne s'implique pas dans ce qu'on fait, si au bout d'un moment on s'implique pas vraiment dans ce qu'on fait, on cherche pas à comprendre, voilà, d'où à chaque fois ma recommandation qui passe comme une lettre à la poste, vu que la poste est de moins en moins performante, la comparaison va bien, de lire la rubrique anatomie du site, super physique, c'est des premiers articles que j'ai écrits, ils sont assez sommaires, mais ils sont largement suffisants pour comprendre comment sont insérés les muscles, quelles sont leurs actions, parce que au bout d'un moment, on est obligé de s'impliquer si on veut continuer à progresser, si on a cette optique de progression, de faire des efforts et d'avoir des résultats. Si on fait les choses un peu comme ci, comme ça, bah ouais, là c'est normal qu'il n'y ait pas de, on va dire, de progression, quoi, que voilà, on n'ait pas autant de résultats parce qu'on est moins impliqué en fait.
il y a moins d'intention. Il y a une grosse différence entre faire un développé couché, je prends cet exemple là à la con, mais ça vaut pour tout, en se disant, en ayant tout préparé en avance, en se disant voilà les pecs que je veux, voilà la barre que je veux soulever, en ayant visualisé ce qu'on va faire, tout ça, on a regardé comment font les autres, et durant la série, à être vraiment là, comme disait Jean Texier, il disait un truc très très juste, il disait c'est pas le champion qui compte la répétition, c'est la répétition qui fait le champion. Et il avait raison, et c'est peut-être, je sais pas si vous avez la nuance, mais en kayak on dit chaque coup compte. Et ben là c'est un peu pareil. Chaque répétition doit compter. Et quand on est dans sa répétition, et ben forcément ça amène beaucoup plus de résultats, que ce soit rien que d'un point de vue physiologique, par le fait que rien que par sa pensée, on peut influencer la force de la contraction musculaire, l'influx nerveux qui va arriver. Alors pas forcément en faisant ce qui est à la mode pour le moment, la contraction volontaire, comme si la contraction n'était pas volontaire. Bien sûr, la contraction involontaire, c'est ce qu'on appelle des réflexes. Mais sinon, quand on bouge, c'est volontaire. Mais rien que par la pensée. Et d'ailleurs, il y a une étude comme ça qui est souvent citée. Rien que le fait de se voir faire un mouvement active les muscles qui font ce mouvement-là. Alors certes, pas autant que si on fait le mouvement, mais un petit peu quand même. Et ça, c'est un surajout, je sais pas si on peut dire ce mot-là, à le mouvement que vous allez faire. Et je pense que ce petit plus, en fait, mis bout à bout, va vous aider grandement en fait à progresser. C'est vraiment, ça change tout. D'être là dans le moment présent. Pareil, tu vois, un autre truc, Val, et vous qui m'écoutez, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est un truc qui est hyper négligé. Moi, je pense que pour la longévité, mieux vaut, si on manque de temps, voilà, tout ça, mieux vaut sauter des exercices de sa séance, en faire moins, mais avoir un bon échauffement, vraiment prendre son temps, 15-20 minutes pour s'échauffer, pour la longévité, pour progresser sur le moyen long terme, que de pas s'échauffer, ou de faire un échauffement qui a rien à voir avec ce qu'on va faire, et puis en faire plus à la séance. Bien sûr, sur le court terme, c'est sûr que c'est mieux. C'est sûr que ça, il n'y a pas de débat. Sur le court terme, c'est mieux de faire plus d'exo, tout ça. Mais sur le moyen et long terme, mieux vaut plus s'échauffer, mieux préparer ses tendons, ses articulations, qu'il y ait de la synovie, voilà, que ce soit lubrifié, que vos muscles soient chauds, que tout soit chaud, quoi. Vos tendons, au maximum. Il y avait des trucs comme ça pour ceux qui sont dans la préparation physique. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, c'est peut-être toujours d'actualité, l'échauffement russe pour les ischio-jambiers. En fait, ils s'étaient aperçus que donc c'est dans les bouquins de Gilles Cometti, vous pouvez les retrouver, ils existent toujours, je pense. Il y a peut-être même encore les PDF. Moi, j'ai encore les PDF, je pense. Et sur un autre ordi en tout cas. Et ils s'étaient aperçus qu'en fait, avec les échauffements classiques en athlétisme, et les ischio-jambiers, comme c'est un muscle qui souvent pète, on va dire, où il y a des déchirures de différents niveaux, de différents stades, qui pètent en athlé, et il s'était rendu compte en fait qu'ils avaient fait plein de tests, il s'est rendu compte qu'à l'échauffement, donc ça arrive toujours, hein, l'échauffement classique qui était pratiqué en athlé ne permettait pas d'augmenter la température locale des ischio-jambiers. En fait, même des fois, la température locale au niveau des ischio-jambiers diminuait. Et donc, c'est un facteur de risque parce que si tes muscles sont pas chauds, forcément déjà un, ils sont moins performants, et deux, ils sont plus susceptibles de se déchirer. Et donc ils avaient mis en place ce qu'ils appelaient l'échauffement russe. Si je me souviens bien, c'était beaucoup de contractions isométriques et d'excentriques, donc de phases négatives. L'isométrie, c'est ce qui chauffe le mieux quand même là-dessus. Et donc ils avaient mis ça en place. Je crois que c'est l'échauffement russe de Masterovoy, si j'ai bonne mémoire. Je suis plus sûr. Donc s'il y en a qui se souviennent de ça ou qui sont sur le coup en ce moment, voilà. Mais ça c'était hyper important parce que voilà, les muscles sont pas chauds. Sur le coup, tu sens rien. Et puis au bout d'un moment, clac. Et puis tu comprends pas. Tu dis pourtant je fais tout bien. Ben ouais mec, mais en fait, ça fait plusieurs fois que tu prends ton muscle à froid, tu prends des articulations à froid, ok ça passe, tu crois que tu n'en as pas besoin, mais en fait l'accumulation, comme le squat le souhaiter, fait que ça va péter. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps, et encore une fois, nous on est quand même axé très longévité aujourd'hui, le but c'est d'être bien le plus longtemps possible. Voilà, c'est pas juste d'être bien et puis d'avoir une photo dans son portefeuille, et puis dire regarde comment j'étais, regarde ce que j'ai fait, regarde ma vidéo, ouais c'est bien ça, mais j'espère que ça vous est passé, ça vous est passé. Et donc, pour finir là-dessus, comme je te disais, Val, moi, je faisais ça à chaque séance, parce que chaque séance compte, et qu'il n'y a pas de demi-séance, il n'y a pas de séance à prendre à la légère, sauf si, on n'est pas vraiment motivé. Alors après, ça arrive. Je suis un peu
un peu dur là, mais ça peut arriver. Voilà, vous avez passé une mauvaise journée, vous faites de la muscu pour vous amuser, pour vous détendre, pour penser à autre chose, c'est cool. Mais quand on est dans une outil de progression, faut vraiment se mettre là-dedans. Et si c'est un mauvais jour, moi j'ai jamais eu ce truc des gants, de la ceinture ou des petits poids de 0,5. Je sais que j'aimais pas. Tout à l'heure, je parlais des poids de 20 kilos. Moi, j'aimais pas les poids de 25. J'aimais pas les poids de 25. Et j'étais plutôt adepte des poids de 15. Moi, j'aimais bien les disques jaunes. Dans ma première salle à Tremblay, je mettais que des disques jaunes. Et même au Super Physique Gym, je mets des disques de 15. Je sais pas, ça m'est resté. J'aime bien les disques de 15. Et j'aime pas trop les 20 ni les 25. Sauf à la presse à cuisse. Voilà, sur des exercices, tu mets lourd. Mais j'aimais bien parce que pour la chauffe, ça me paraissait toujours trop lourd de passer de toute façon de 0 à 70 kilos direct. Donc je passais de 0 à 50 et après je mettais 80, 110. Voilà, je montais comme ça. Et là, donc j'avais pas enlevé les 15 pour mettre des 25. Ça, donc, si je pouvais éviter des manipulations comme ça qui servent à pas grand chose. Et bah voilà, je mettais des 15 et donc là je mets toujours des 15 parce que j'utilise à peu près les mêmes poids qu'à l'époque, un peu moins. Mais ouais, il y a ça. Est-ce que je pense à autre chose? Ouais, bah c'est un peu ça. C'est comme quand tu fais les cuisses, tu mets tes chaussures de squat ou tes chaussures spéciales cuisses, bah pareil, ça te met dedans. Quant à la musique, t'as dit un très bon truc et je vais finir là-dessus, parce que je vois que le temps passe vite. T'as dit voilà, je mets pas de musique parce que soit ça me met trop dedans, soit pas assez. Et en fait, il faut savoir que chaque individu, il y a une courbe en U qui existe là-dessus. C'est un U inversé. A un niveau d'excitation propre où il va être le plus efficace. Si tu t'énerves trop, en fait, t'es moins efficace que si tu t'énerves pas du tout. Si tu t'énerves pas du tout, et sans doute t'es moins efficace que si tu t'énerves un petit peu. Donc, tu es énervé, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être faire le calme, ça peut être se mettre dans un état un peu méditatif, bref. C'est un peu différent pour chaque individu, mais il y a un niveau optimal d'activation, ce qu'on appelle sympathique, qui va vous aider. Donc, pour rappel, notre système nerveux s'auto-régule de manière générale, via deux branches. La branche parasympathique qui est plutôt tout ce qui est calme, les fonctions, on va dire, autonomes du corps humain. Et il y a une branche sympathique qui est tout ce qui est activation. Et donc si on est trop dans le sympathique, voilà, l'équilibre est vraiment déséquilibré, à moins pour certains individus encore, et ça aide pas trop à être performant. C'est pour ça que il faut avoir moi j'ai envie de dire le calme serein, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça me rappelle qu'à l'époque, pareil, moi je faisais plein de tests, et nous on avait un complément qui s'appelait Adipokill qu'on vendait sur la boutique Super Physique, c'est de la marque Citec. Donc je sais même pas si ça existe encore, mais ils ont tellement changé la formule au fil des années. En fait, c'était trop efficace pour s'énerver. Et je me souviens que j'avais fait des articles à l'époque pour dire voilà le meilleur booster. C'est comme je disais tout à l'heure. Moi, j'aimais pas trop les trucs qui faisaient congestionner, comme à base d'arginine, à base de citrulline. Voilà, j'aimais pas trop tout ça. Comme je congestionne, pardon, déjà bien. Et donc, je prenais l'Adipokill avant la séance qui était que des excitants, quoi. De la caféine, il y avait de la synéphrine, il y avait de la yohimbine. La yohimbine, ça marchait du tonnerre. Bref, il y avait tout un mélange. Là, l'article est plus en ligne, mais voilà, bref, ça marchait bien. Et donc, je faisais des tests, et donc j'avais remarqué que si j'en prenais un, ça faisait pas. Deux, putain, je sentais que c'était quelque chose. Vraiment, à 2, j'étais bien. Après, j'avais testé 3. À 3, putain, j'étais vraiment tendu, vraiment. Et à 4, c'était impossible de s'entraîner. 4 gélules d'Adipokill. Voilà, j'ai dû le faire 2 fois pour tester. Là, je tremblais sur les barres à dips. Là, je sentais que c'était trop. Mais moi, c'est l'époque où ça dosait beaucoup en caféine, les compléments. C'est comme si je prenais, 500-600 mg de caféine. Là, si vous avez besoin de ça pour vous énerver, pour être bien, c'est que vos récepteurs sont sacrément saturés. Il faudrait peut-être faire un petit moment sans caféine. Parce que ça va pas vous faire du bien. Votre cœur va pas trop aimer. Mais ouais, à l'époque, donc voilà, c'est pareil. Donc il y a la dose optimale d'énervement, d'activation sympathique pour vous aider à être performant. Et donc je comprends cette histoire de musique. Moi c'est pareil, voilà, quand je travaille, j'ai une musique type pour travailler. Faut pas que ça aille trop vite, trop doucement. Il y a une musique pour l'entraînement de muscu, avant, voilà, que je mettais. Une musique pour les records, pour vraiment exploser. Moi, je mettais Let It Rock de Kevin Rudolph. J'aime bien cette musique quand je faisais des records, vraiment. Quand je faisais les Super Physique Games, par exemple, je me mettais ça et tout avant chaque série, vraiment. Mais c'est pareil, ça, si tu le mets trop souvent, c'est comme sur de la caféine. À un moment, t'es plus sensibilisé à ça.
t'es plus sensibilisé à ça, mais en même temps, c'était pour faire de la perf. Et donc pas pour s'entraîner dans l'optique de prendre du muscle et la longévité, et voilà. Où là, la musique peut aider, mais moi je suis pas trop musique en entraînement, j'ai l'impression que on s'adapte au rythme de la musique, et donc c'est compliqué parce que le rythme d'une série est pas régulier. En général, on est plus rapide sur les débuts de série que sur les fins de série, car si vous faites bien vos séries, même si je vous conseille pas d'aller à l'échec, il n'empêche que la fin de série, normalement, les 2 dernières reps ou les 3 dernières reps sont quand même moins rapides que les premières, où vous pouvez enchaîner facilement. Mais ouais, donc ça, peut-être, Tino, allez, je finis là-dessus, pour peut-être pas à chaque séance, mais seulement pour les séances vraiment super dures de fin de cycle, de progression. Mais sinon, le reste, je pense j'en ai assez parlé. Et j'espère en tout cas que ça vous aura donné des pistes pour ceux qui veulent vraiment y aller à fond, voilà, et qui sont vraiment motivés de progresser le plus possible, et qui sont notamment jeunes, parce que sinon on a d'autres choses. On n'a pas que la muscu dans la vie, comme Maëm, qui n'a pas à stresser pour ses 10 jours d'arrêt, c'est pas très grave. Et au pire, il fera une petite séance à la salle, et puis ça ira très bien, vu que ça se joue encore une fois sur moyen et long terme. Voilà, je vois 56 minutes, c'est passé vite. Sur ce, je vais aller manger. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans la partie commentaires, que ce soit sur YouTube, je lis tous les commentaires, que ce soit sur SoundCloud aussi, même sur Spotify, je regarde un petit peu. On apprécie les notes de 5 étoiles sur 5 sur Apple Podcast aussi, je regarde. Les commentaires me font sourire, je les lis tous aussi. Et je les transmets à Fabrice, à qui ça donne le sourire aussi. Et vous le savez, le sourire c'est important. Si vous avez des questions, par contre, qui n'ont rien à voir avec cet épisode, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. Putain, j'ai une énorme code pour rentrer. Sur www.superphysique.org, et vous pouvez cliquer sur forum, vous verrez, il y a pas mal d'animations. Sur les forums, c'est pas comme sur les réseaux sociaux, on est obligé de bien écrire. Si on écrit mal, on se fait remonter les bretelles. Quand je dis écrire bien, écrire normalement, quoi. Mais aujourd'hui, si on écrit normalement, c'est écrire bien. Bref, c'est l'apologie de la médiocrité. Et puis, sur ce, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, www.superphysique.org également, ainsi que mon site rudicoya.com, où il y a plein d'articles. Et si vous êtes intéressé à d'autres sports, j'en profite, je suis tout seul, l'autopromotion, mon podcast, Les Secrets du Sport, disponible sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube à la chaîne du même nom. Où j'interviewe des sportifs de tout horizon, où on parle d'entraînement. Parce que les autres podcasts, souvent, c'est pour leur demander leur plat préféré, leur film préféré. Et ça, je dois vous le dire, moi, ça m'intéresse pas du tout. Le mainstream, c'est pas ce qui me plaît. Bref. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec le Fab. J'espère des bonnes nouvelles. En tout cas, il nous racontera son stage sportif. Je vous spoile pas. Je vous laisse essayer de deviner ce qu'il a fait. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous.